Bienvenue sur Good Visa, le podcast Voyage. Aujourd'hui, partez au Tibet avec Marion. Elle a vécu 22 ans au cœur de l'Himalaya, grimpé l'Everest plusieurs fois et mené des projets au service des peuples nomades. Dans cet épisode, elle vous parle du Tibet, de ses paysages à couper le souffle et surtout des nomades tibétains qui ont une façon unique de voir le monde. Cet épisode est une invitation à mieux s'ancrer dans notre environnement. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute, ou plutôt un bon voyage. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Marion. Bonjour Camille. Comment te sens-tu aujourd'hui? Ah bah là, je suis détendue, joyeuse, je suis en face du lac Léman et la nature est magnifique. Parfait. Écoute, je suis ravie qu'on puisse échanger aujourd'hui. On a tellement de choses à aborder et je me sens vraiment très reconnaissante d'avoir ce temps d'échange avec toi. Et du coup, avant qu'on se lance dans le vif du sujet, petite question rituelle, si tu veux bien te présenter en quelques mots comme tu le souhaites. Et petite nuance, c'est un petit peu la marque de fabrique en ce moment du podcast, nous dire comment ton entourage te décrirait. Ah! De surprise, première surprise, hein. Donc déjà, bah, comment moi je me présenterais? Ben, je suis alors née en France déjà, je suis une femme qui a 45 ans, qui a vécu, plus de la moitié de sa vie en Asie, en Himalaya. Et qui est de retour, en Europe depuis, 2020 et qui maintenant écrit des livres et fait des conférences et surtout qui, en fait, est active sur, les projets en Himalaya qui m'ont animée depuis maintenant, presque, voilà, 25 ans, quoi. Et comment te décrirait ton entourage du coup? Alors mon entourage, il me voit probablement comme, une personne assez douce, qui est ouverte, qui, rayonne, voilà une forme de d'altruisme ou d'une lumière vers voilà qui se donne assez facilement et en par ailleurs, assez paradoxalement, qui est aussi, est assez, mystérieuse et un retirée du monde. Et voilà, qui apparaît, brièvement comme ça, sans vraiment s'ancrer dans des liens, très enfin, très enfin si, profonds, mais quand même, voilà, par pointillés. Super, beh, merci pour cette petite introduction. Donc comme tu le disais, tu as passé plus de la moitié de ta vie, dont 18 ans, donc dans l'Himalaya au Tibet et on va parler bien évidemment de ce pays et ça me touche énormément parce que c'est un pays qui m'est cher et dont on ne parle pas assez souvent, je trouve. Donc je suis vraiment ravie qu'on puisse, le mettre en lumière et notamment la culture nomade dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Mais peut-être expliquer quand même un petit peu à l'audience, ton parcours, comme ça ils comprendront mieux aussi pourquoi tu t'es retrouvé à passer, 18 ans là-bas parce que des fois ça peut peut-être, surprendre, aussi. Donc, est-ce que voilà, tu peux nous retracer rapidement, qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé en Asie? Oui, d'ailleurs, c'est vrai, en fait, j'ai passé 18 ans, au Tibet, mais avant ça, j'avais déjà passé 4 ans, à Darjeeling et à Calcutta. Donc au total, c'est vrai que c'est plutôt 22 ans, de vie, voilà, en permanence dans l'Himalaya. Et oui, je suis partie assez jeune effectivement. La première fois, j'avais 16 ans, donc j'étais adolescente, je partais avec ma meilleure amie qui avait un père, qui était docteur, à Calcutta. Maintenant, il est en Angleterre, mais il a inventé la médecine des rues à Calcutta et il soignait donc gratuitement, les plus pauvres, dans les bidonvilles et sur les trottoirs même de Calcutta. C'est là où je fais mon premier voyage, à ses côtés avec mon ami et ça m'a complètement bouleversée donc j'ai été après, tournée complètement vers, cette manière de me relier aux autres sur un plan vraim plus de se prendre soin, d'être intéressée véritablement par, ce qui les fait souffrir et d'essayer de trouver des solutions
pour, adresser ces problèmes-là. Donc je sentais que c'était voilà un élan, mais je voyais pas comment vraiment le maintenir sur la durée et c'est ces études, de 4 ans en monastère à Darjeeling qui ont permis, justement cette étape de construction d'ancrage en moi-même et après ça, je suis partie vivre à Lhasa, au Tibet pour, répondre à la requête, à la demande de mon maître de méditation, Boka Rinpoché, qui voulait créer un projet pour les nomades du Tibet dans sa région natale, à côté du mont Kailash. Donc il fallait en fait aider ces populations à comprendre un peu les nouveaux enjeux, économiques et sociaux qui allaient, vraiment complètement transformer leur paysage et leur permettre de passer d'un mode de vie traditionnel, hein, d'éleveurs nomades, à un mode de vie qui resterait éleveur nomade, mais qui aurait intégré, tous ces nouveaux enjeux de la modernité. Donc c'est pour ça que je suis partie quand j'avais 22 ans. J'ai quitté Darjeeling, je suis allée m'installer au Tibet, dans cette région, donc de l'ouest tibétain, en étant basée à Lhasa et là, voilà, j'y ai passé après, donc 18 ans et c'est encore aujourd'hui ce qui m'anime, en étant en Suisse, en continuant effectivement à échanger, à créer des lieux en fait, de transmission de ces savoirs nomades pour que les nouvelles générations, donc à travers l'éducation, et la transmission de manière orale et de manière vraiment, adaptée au mode de vie nomade, puissent se faire pour voilà l'avenir de ce peuple, des nomades tibétains. Entre-temps, je suis passée quand même une partie de ma vie, en tant que guide de montagne, sur les sommets, d'Himalaya parce que, ben, il fallait que je gagne ma vie pour subvenir à mes besoins, donc en tant que guide de trekking, guide culturel, donc j'ai ouvert toutes sortes de grands voyages, himalayens, passer des cols, ça en accompagnant des groupes de trekkers, dans tous les pays d'Himalaya, mais surtout au Tibet. Et puis, ben, petit à petit, je suis montée de plus en plus haut sur différents sommets, autour des 6 000 et puis, après donc j'avais mon équipement, de montagne, et ensuite voilà, je suis passée sur des sommets plus hauts avec 6 000, 7 000, 8 000. Je me suis entraînée sur différents sommets à 8 000 et puis après je suis passée sur l'Everest et là je l'ai grimpé 3 fois vu que, ben, c'est là au Tibet où il y avait le plus de demandes, d'expéditions, mais j'ai jamais fait, voilà, ces expéditions sur l'Everest, de manière, on va dire, commerciale. Je les ai toujours accompagnés pour, avoir dans un rôle très spécifique qui m'avait été donné, par l'école des guides de montagne tibétains, et la compagnie des guides, la compagnie privée. Et donc mon rôle, parmi, cette école et cette, compagnie des guides, c'était en fait de créer une charte environnementale pour protéger la montagne de toute la pollution, des déchets laissés par les expéditions et c'est comme ça que voilà, pendant à peu près 8 ans, entre 2012 et 2020, tout le projet Clean Everest, s'est mis en place, avec les guides tibétains et j'ai énormément appris en fait de toute cette période au passage de l'ONG où quand je suis arrivée au Tibet entre 2002 et 2008, on pouvait encore, travailler au Tibet avec, il y avait une vingtaine d'ONG internationales, voilà, il n'y avait pas non plus, énormément, mais quand même bien actives et puis on a été complètement, à un moment donné, enfin, interdit, hein, toutes les ONG de rester et là, je me suis reconvertie en tant qu'entreprise et agence de voyage pour, voilà, travailler plus avec des entrepreneurs tibétains qui avaient gardé vraiment leur fibre, sociale, environnementale très forte, mais voilà, qui savaient que donc, c'était la seule manière de pouvoir développer des activités, au service de leurs propres valeurs tibétaines et très anciennes et très belles. Et voilà, c'est comme ça que moi j'ai pu, rester aussi longtemps, sur ce territoire et donc depuis mars 2020, je me suis installée en Suisse avec mon compagnon qui était aussi d'ailleurs un mécène, un philanthrope qui aide les projets, la Clean Everest et depuis voilà, j'agis, différemment, depuis l'Europe et en fait, je suis très contente d'être en Europe parce que, je pars, apprendre en Asie pour mieux, en fait, ramener en Europe, en Occident,
voilà, une manière de percevoir, l'autre, moi-même aussi et le monde dans lequel je vis pour mieux, en fait, se servir de passerelle entre l'Occident et l'Orient. Donc, entre-temps, il y a eu 3 livres qui sont sortis, que j'ai écrits. Un 1 sur ma biographie, mon autobiographie, on dit. Le deuxième sur un manuel de transformation intérieure en utilisant la métaphore de la montagne et un troisième qui est, un livre, d'images et de textes, en fait, un manifeste, sur la sagesse des nomades tibétains et voilà, donc c'est le dernier livre, qui est sorti il y a 6 mois. et dont on va parler bien évidemment, aujourd'hui. Donc merci pour le ce récapitulatif de ton parcours où en fait juste sur la première partie de ta vie déjà je me dis on pourrait faire plein d'épisodes en fait pour aller, creuser un petit peu et quand tu nous parlais de Darjeeling, peut-être rappeler à l'audience que c'est une ville de l'État indien du Bengale oriental au pied de l'Himalaya et même si là on va vraiment se focaliser sur le plateau tibétain, est-ce que tu pourrais quand même toucher deux trois mots à l'audience qui ils sont peut-être surpris par se dire, voilà, 4 ans dans un monastère, en tant que femme occidentale. Expliquer aux gens dans les grandes lignes, quand toi tu en parles, qu'on te questionne, qu'est-ce que tu en retiens? C'est peut-être compliqué, mais peut-être ta vie quotidienne, ça aiderait les gens à mieux comprendre? Oui, c'est vrai que le cadre, d'une discipline monastique, donc d'un monastère tibétain qui est en exil, qui vient du Tibet, qui s'installe, dans les contreforts de l'Himalaya côté indien. C'est ce dont j'avais besoin à cet âge-là, c'est-à-dire que le matin, voilà, il y a une première méditation qui est assez tôt, enfin qui, moi je commençais entre 5:30, 6 heures dans ma propre, chambre à méditer et puis après je rejoignais les chants, du matin, enfin donc les prières qui sont faites, pendant à peu près 1 heure et demie. Et puis ensuite, de nouveau, avec le petit déjeuner qui était servi pendant, cette période, dans le temple où tous ensemble, on chante les prières et on prend notre petit déjeuner, bah, qui est de la farine d'orge, avec du thé tibétain. Donc c'est on a juste un bol et il y a quelqu'un qui vient verser une grande louche de farine et puis après un peu de thé par-dessus. Et donc on mange avec le doigt et on fait sa tambouille chacun, et le matin, donc après les prières, du matin, on a une période de retrait dans sa chambre. Donc moi, j'étais pas à l'intérieur même du monastère, j'étais dans une petite maison, pour pas justement déranger, la vie, des moines qui sont voilà, c'est un monastère réservé aux hommes. Donc je veux pas que je les dérange en tant que femme, mais en tout cas, voilà, c'est les règles strictes du monastère. Et donc non, non, il y avait une grande ouverture de leur part de laisser vivre, il y avait une autre étrangère qui était beaucoup plus âgée que moi, qui avait entre 70-80 ans, une Allemande, Margaret, qui était là, déjà, depuis quelques années avant que j'arrive. Donc elle avait ouvert la voie à cette possibilité de vivre juste à côté du monastère et voilà, donc on avait chacune notre chambre, dans une maison indienne, voilà, à côté du monastère. On allait prendre le repas, donc à midi de nouveau, avec tous les moines. Et puis là, il y avait une période un peu, de on va dire de loisirs, enfin, d'1 heure à peu près, après le repas. Et puis, après donc l'après-midi, c'était de nouveau de l'étude. Donc là, moi je pratiquais plutôt la méditation que l'étude parce que c'était une lignée en fait de transmission de techniques de méditation, moins axée, sur la comment dire? L'érudition ou les savoirs intellectuels, mais plutôt sur le savoir expérientiel, sur la base de la méditation en fait, donc des longues heures de assis sur le coussin pour observer, mon propre esprit et sous son fonctionnement avec, voilà, tous les mouvements, émotionnels ou enfin, des sensations, sensorielles dans ou des pensées, qui émergent dans mon propre esprit et donc voilà, le soir, coucher très tôt et puis, je faisais mes dernières séances de méditation à la bougie et il y avait pas d'électricité, il y avait pas d'eau courante donc j'avais un seau d'eau, par jour, un seau d'eau froide
pour, voilà, tout ce qui a tout ce qui est toilettes ou autre. Et puis, voilà, des conditions très, très, très précaires. Mais effectivement, c'est une période vraiment fondatrice où, je me voyais effectivement, développer cette ressource intérieure de la compassion, de l'empathie, de vraiment essayer de me connecter à la souffrance de l'autre et pour développer une force active qui peut la transformer et l'aider à soulager cette souffrance. Donc voilà, c'est vraiment, ce que le monastère m'a apporté parce que je venais avec cette intention-là et le maître de méditation qui a accepté donc que je reste, vivre à côté du monastère, ouais, il a incarné vraiment complètement toutes ces qualités et donc chaque jour, j'étais inspirée par, le fait que ce soit possible de rencontrer des personnes comme ça vivantes, qui rayonnent ouais, cette capacité à être vraiment ancrée dans le monde, à aider à transformer, la souffrance et d'en faire quelque chose, qui va au-delà et alors je suis loin d'être une érudite, hein, soyons bien clairs, j'ai pas fait des études pour devenir, ni traductrice, ni à écrire même des livres, c'est pas vraiment ma vocation en soi, hein, voilà. Ben merci beaucoup pour ce partage et c'est vrai, tu l'as dit toi-même que c'était une expérience quand même assez fondatrice qui a beaucoup expliqué la suite sur le plateau tibétain. Donc pour rappel, tu l'expliques donc dans ton dernier livre, c'est 2,5 millions de kilomètres carrés avec une altitude moyenne à 4 500 mètres, le fameux toit du monde comme on le dit. Et tu expliques aussi à quel point c'est vraiment ce nouveau troisième pôle avec plus de 100 000 kilomètres carrés de glaciers. C'est la plus grande réserve d'eau douce après les pôles, puisque 10 grands fleuves asiatiques prennent source en fait dans ce troisième pôle. Donc, quelqu'un qui n'a jamais vu le Tibet, quand on parle de ce troisième pôle, comment tu le décrirais à l'audience? Mmh. Ah déjà, j'ai envie de commencer par, les premières sensations que j'ai eues, en fait, quand je suis sortie de l'avion, la première fois que je suis arrivée, sur la terre du Tibet à Lhasa en 2001. Je me souviens très bien être prise, en fait, par une sorte d'unité avec, le ciel et la terre. C'est-à-dire que c'est tellement vaste tout autour de moi, la grande plaine, en fait, quelques collines et cet immense ciel et là, tout d'un coup, je réalise que, je suis aussi cela. C'est-à-dire que quand je disais ces sentiments d'unité, c'est qu'en fait, je réalise que, c'est le mon propre esprit est aussi vaste et lumineux et après donc plus les années passent en fait où, je découvre des paysages de plus en plus, époustouflants au niveau de voilà, des beautés des lumières, des lacs qui se reflètent avec les enfin les ciels qui, parfois nuageux, parfois des tempêtes, parfois voilà, qui s'assombrissent très rapidement et qui donnent des reflets en fait sur les lacs, des immenses lacs en fait, il y a de très nombreux lacs au Tibet, hein. Et qui sont entourés de steppes et de glaciers, enfin de petites chaînes de montagnes, enneigées. Donc en fait, on parle d'un plateau, mais c'est pas tout à fait vrai. En fait, il faut pas l'imaginer comme un paysage tout plat parce qu'en fait, il y a quand même très régulièrement, on va dire des bourrelets de l'Himalaya qui, voilà, cette grande chaîne qui culmine au-dessous avec ses sommets au-dessus de 8 000 mètres. Après, c'est effectivement le fait que la terre est habitée, en fait. Il y a une vie, voilà, qui est matérielle, voilà, qui est visible, qui est tangible et il y a aussi, en fait, dans l'invisible, toute une vie, c'est-à-dire que, les montagnes sont habitées, les lacs sont habités, les steppes sont habitées au sens vraiment d'une vie spirituelle qui va bien au-delà des aspects, tangibles ou matériels. Heu, qui nous empêche en fait de ressentir tous ces liens d'interdépendance, avec, entre nous, entre enfin les humains, les animaux, le minéral, le végétal, donc c'est voilà, c'est vraiment le plus précieux bien,
qui existe encore aujourd'hui sur cette terre tibétain, c'est que le lien n'est pas du tout brisé, loin de là, au contraire, il est plus que jamais vibrant, vivant, dans l'air même que l'on respire, sur ce plateau tibétain. Et tu parlais d'interdépendance, on va revenir, là-dessus par rapport à tout ce que justement ce peuple nomade peut nous transmettre. Mais, peut-être pour les gens qui se demandent, forcément on parle du Tibet, il y a tout de suite, ce contexte géopolitique qui nous vient, un petit peu en tête, sans rentrer dans le débat parce que voilà, c'est vraiment tout un autre sujet, mais en toucher deux trois mots. Peut-être en expliquant, est-ce qu'on peut encore aujourd'hui, aller au Tibet? Comment on peut faire? Parce que j'imagine que voilà, avec tout ce contexte, c'est quand même pas simple. Oui, alors effectivement, la manière dont finalement le gouvernement central de Pékin a instauré en fait une réglementation dans la région autonome du Tibet, que j'appelle le Tibet central, a fait donc il y a depuis 1965, donc la région autonome du Tibet a été créée et depuis en fait donc il y a vraiment, oui, une réglementation différente, des autres provinces, chinoises où en fait pour y accéder, il faut un permis spécial pour entrer, dans les à l'intérieur des frontières de cette région et donc là, c'est les agences de voyage tibétaines, basées à Lhasa qui, produisent un permis, il faut l'original en fait entre les mains pour rentrer, donc depuis un aéroport, d'une ville chinoise ou depuis Katmandou avec un visa chinois plus un permis d'autorisation pour entrer, dans cette région autonome, qui est pas un permis qui est très difficile à obtenir, mais il faut être en contact avec une agence, tibétaine, pour l'obtenir, qui l'envoie après donc, à l'aéroport, enfin le port d'accès qui mène à Lhasa. Donc, une fois arrivé à Lhasa, il y a un guide qui vient chercher à l'aéroport, un petit groupe ou une personne. On peut même le demander en individuel, hein, ce permis et là, le guide et le chauffeur vont en fait, avec ce permis qui a déjà défini tout l'itinéraire et on peut pas du tout sortir du cadre, de cet itinéraire qui est donc fabriqué, construit, autour de lieux et d'activités qui sont autorisés, dans cette région et donc évidemment, le périmètre est quand même assez réduit de ce qui est autorisé, hein. Ce qui rend effectivement le voyage à la fois très cher parce que, le guide et le chauffeur, et l'agence qui a émis le permis, bah, ils sont voilà, ils sont sur un marché très compétitif et cetera et ils font monter les prix même avec les hôtels, les restaurants qui sont de plus en plus, des prix de plus en plus élevés et puis ça rend le voyage assez aussi, contraignant avec tous les contrôles de police qu'il y a pour, s'assurer que le guide et le chauffeur ne sortent pas de l'itinéraire prévu. Il y a vraiment des contrôles policiers très réguliers. Donc ça rend le voyage effectivement assez, on va dire, désagréable, hein, au sens, voilà de toutes ces contraintes. Par contre, ce que je dirais, c'est que les chauffeurs, les guides, les agences tibétaines qui organisent ces voyages, ce sont des gens mais extrêmement, comment dire? Authentiques. Ils sont tous vraiment des Tibétains, donc évidemment, en passant que par des agences tibétaines, c'est évident que l'accès à la culture, tibétaine, racontée, enfin vue par les Tibétains eux-mêmes, que ce soit le chauffeur ou le guide, ça c'est formidable de voilà, de pouvoir être en contact avec eux et de les aider aussi à vivre de cette activité du tourisme parce que c'est indispensable, hein, pour eux, même aussi d'avoir des fenêtres ouvertes sur l'extérieur. Donc en fait, je dirais en faisant du tourisme au Tibet, on aide plus les gens sur place qu'on s'aide soi-même. Ah, parce que le voyage en lui-même, bon, les paysages sont absolument magnifiques, la culture est extraordinaire, mais c'est vrai que toutes les contraintes qu'il y a, pour, passer les différents postes police et cetera, c'est quand même assez désagréable. Donc je peux comprendre que, dans ce choix d'aller au Tibet plutôt que dans d'autres pays, himalayens comme, au Ladakh, au Bhoutan ou, au Népal et himalayens, il y a voilà, il y a un aspect un peu de prendre sur soi pour être plus au service aussi d'un service rendu aux Tibétains qui ont besoin de cette activité, en fait, du tourisme. Donc c'est effectivement, c'est une démarche assez particulière. Mais je pense que personne n'est déçu parce que le contact avec les Tibétains, il se fait automatiquement,
quels que soient les lieux traversés et là, c'est magique parce qu'ils sont simplement par leur regard, c'est tout un patrimoine de richesse spirituelle qui est extrêmement vaste. C'est toute l'immensité de cette terre qui est habitée donc d'une énergie spirituelle qui se retrouve dans le regard des personnes, qui est canalisée, qui est ancrée vraiment même dans les cellules de leur corps et dans la puissance de leur regard et qui vous est transmis, en fait. Donc ça, je pense que cette transmission, elle a pas du tout changé, elle est aussi vibrante et forte, puissante qu'avant, en fait et même peut-être de plus en plus parce que les Tibétains se rendent compte que, il y a de moins en moins même d'étrangers qui peuvent venir, jusqu'au Tibet central et donc les rencontres étant rares, elles sont très fortes et puis après, il y a toutes les régions, tibétaines de l'Est, du Tibet, oriental, donc du Yunnan, du Sichuan, du Qinghai, qui sont des régions 100% tibétaines, où la culture elle a pas bougé d'un poil, où elle s'est vraiment, même encore peut-être mieux préservée que dans le Tibet central et là, il y a pas besoin de permis, il y a pas besoin de guide, il y a pas besoin de chauffeur, on peut circuler en tant que touriste, avec simplement un visa chinois, qui en plus maintenant est un visa gratuit qu'on peut obtenir à la frontière, sans faire les demandes ultérieurement. On les fait à l'arrivée dans l'aéroport, en fait. On a directement un visa à l'arrivée. Donc voilà, donc aller dans les régions tibétaines et rencontrer vraiment ces gens des steppes ou des villages ou des paysans, agriculteurs, dans les régions tibétaines, c'est très facile dans ces provinces-là. Et on parlait d'interdépendance, quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ton livre, c'est le lien que donc on va parler des Drobkas, c'est, peuple nomade que tu abordes, donc dans ton dernier livre. Leur lien en fait avec, la faune et la flore, donc là déjà tu expliquais avec tout ce cadre, vraiment particulier et ce sacré qu'on ressent et donc leur lien avec, les animaux est quand même assez incroyable. Je m'étais même noté une citation d'un jeune nomade qui dit: «Quand les animaux sont heureux, les nomades sont heureux». Et en fait, c'est fou de constater, enfin tu vas mieux l'expliquer que moi, cette interdépendance avec les animaux, tellement à l'opposé de la nôtre. Mmh. Oui, oui, c'est vrai que là, la notion de productivité ou enfin même de production, enfin ou d'élevage, pour la rentabilité du troupeau n'existe absolument pas. Il est question effectivement d'avoir des troupeaux, importants pour que, au moment où il y a des crises, par exemple, crises météorologiques, de grandes tempêtes en hiver, où il y a certains voilà, certaines années où il y a la moitié du troupeau qui va être décimé parce qu'ils trouvent plus d'eau ou d'herbe pour manger. Donc il faut qu'il y ait quand même des gros troupeaux pour que puisse se reformer un nouveau troupeau après des grandes pertes, ces grands hivers de tempête. Mais sinon, dans la logique même de laisser, croître un troupeau, c'est pas du tout pour en abattre, les animaux, au moment de l'automne. C'est toujours la période, un peu avant l'hiver où, les familles nomades décident donc de se séparer d'un certain nombre des bêtes, de leur troupeau. Donc généralement, avec 2 3 animaux par an, ils sont tranquilles pour l'année, hein. Donc voilà, c'est sur ces rythmes-là. En fait, la relation des nomades avec les animaux, c'est effectivement donc ce lien de bonne santé, en fait, du troupeau qui indique la bonne santé de la famille nomade qui va pouvoir vivre, en fait, du poil déjà, qui vont peigner chaque année, des yaks, au moment du printemps et puis ce poil très très doux là qui est sous la gorge et qui va leur permettre, voilà, d'avoir une laine assez douce pour faire des vêtements, pour, faire des habitats, parce que la toile de tente des nomades, elle est faite en poil de yak, filé et tissé. Ensuite, ben, ils vont utiliser aussi tout ce qui est, bah, la viande, j'en ai déjà parlé, mais aussi, bah, le lait toute l'année, enfin la période, voilà de traite de la femelle de yak qui s'appelle le bi. Donc là, ils prennent grand soin de voilà, des petits, qui vont naître et de leur mère et donc la traite, 2 fois par jour mais en gardant bien sûr, beaucoup plus de lait pour le bébé,
puisqu'il est prélevé pour, l'utilisation des nomades qui donc font du beurre, du yaourt et même la bouse en fait. La bouse de yak, c'est le combustible. Donc en fait avec le yak, les nomades arrivent à vivre très bien. Il y a une grande richesse en fait, dans cette vie, qui en interdépendance justement avec, la vie du yak et effectivement le soin qu'ils donnent aux bébés, aux mères et à tous les yaks, même quand en fin de vie, hein, parce qu'ils vont pas les tuer, parce qu'ils sont en fin de vie et qu'ils font plus de lait ou de au contraire, ils vont les garder, ils vont s'en occuper, hein. Il y a les plantes, médicinales qui poussent sur toute la prairie, hein, qui sont utilisées pour faire des médicaments pour soigner les animaux. Donc les soins vétérinaires sont très, comment dire? Très profonds dans la manière même de non seulement, fabriquer les médicaments, mais aussi, dans la manière du diagnostic et de soins qui est donné, à l'animal. C'est toute la compassion qui rayonne en fait de cette relation entre l'humain et l'animal, c'est un enseignement en soi. Et même tu parlais de traite et ça m'a surpris aussi, enfin ça m'a touchée plutôt, de voir que par exemple avant de traire donc tu as dit c'était une bie? Le La bif, ouais. une bie, voilà, la femelle yak, elle va beaucoup lui parler, la caresser pendant la traite, donc la remercier après. Il y a aussi, donc quand ils doivent se séparer de certaines bêtes comme tu l'expliquais, pour les vendre ou autre, va y avoir tout un rituel aussi pour leur dire au revoir, les remercier, faire en sorte qu'ils soient protégés pour leur prochaine étape. Enfin, c'est vraiment ultra touchant. Ouais et puis les enfants grandissent en fait dans ces relations de tendresse, d'amour, de avec les animaux et donc ils sont, eux-mêmes en fait complètement imbibés, imprégnés de tous ces gestes, de ces paroles, très douces, très tendres qui sont données aux animaux et les animaux leur rendent parce qu'ils vont les lécher, ils vont leur faire des câlins et c'est vraiment cet état complètement détendu dans, cette non-séparation de l'homme et la nature qui cohabitent et qui coexistent de manière justement harmonieuse dans forcément ces liens de tendresse, de la tendresse entre les humains, de la tendresse des humains envers les animaux et envers, les pâturages et puis et en fait aussi après cette tendresse avec le territoire, la terre. Et en parlant de cycle, vu que là on était sur, la faune et la flore et je vois que l'heure passe tellement vite mais en tout cas je mettrai le lien, pour l'audience sur ton livre où justement il y a des photos juste, spectaculaires avec, cette fameuse panthère des neiges. Il y a aussi, les vautours où tu expliques, aussi même tous ces rituels, célestes, pour voilà les vautours qui ont leur rôle aussi dans cet écosystème. Encore cette idée d'interdépendance et en termes de cycle, si tu veux bien nous parler de cet exemple qui ne me lâche pas depuis que je l'ai lu sur l'aigle, où là aussi c'est une transformation juste, bluffante. Oui, alors l'aigle, en fait, donc dans un mythe tibétain, alors est-ce que c'est dans une réalité, scientifique ou pas? Ça, c'est toujours la grande question dans l'esprit des Tibétains. Le réel et imaginaire, en fait, il y a pas vraiment de frontières, hein, c'est très perméable entre les 2. Pour l'aigle, ce qu'ils ont découvert, les Tibétains, c'est que à peu près à une période de vie de 30-40 ans de l'aigle, en fait, le plumage de l'aigle s'était alourdi, ses griffes, enfin ses serres et son bec se sont un petit peu, ramollis et sont moins acérés. Donc en fait, il n'arrive plus à capturer ses petites proies, sur les steppes, des mulots, des pikas et cetera et donc il est obligé de faire une grande transformation dans sa vie, il fait un choix, où il va se retirer pendant 150 jours. 5 mois, il va dans son nid retiré dans la roche et il va en fait éroder son bec contre la pierre. À force de le frotter, il va complètement le faire disparaître et puis il va repousser. Son bec va repousser entièrement, beaucoup plus acéré, beaucoup plus dur
et avec son bec, il va, retirer, ses plumes, une à une, qui vont elles-mêmes repousser, beaucoup plus légères. Avec son bec, il va aussi, retirer ses serres, les serres, de ses pattes, et elles vont repousser de nouveau, beaucoup plus, serrées, et il va retrouver une nouvelle jeunesse qui va lui permettre de vivre 30 ans, 30 à 40 ans de plus, et là, il va repartir en fait donc dans ce renouveau, cette transformation complète, et effectivement pour les nomades, c'est important de se rappeler toute cette qualité d'adaptation en fait à leur environnement, et donc il y a cette métaphore en fait pour eux, en fait cette robustesse du vivant à travers l'aigle qui leur donne le courage, l'envie aussi de eux-mêmes se transformer, hein, pour repartir en fait sur un nouveau cycle, de renouveau dans cette vie, de nomades modernes, mais en gardant toujours leurs valeurs traditionnelles, mais en s'adaptant à la modernité, et ça effectivement c'est un enjeu, fondamental pour les nomades d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas faire l'économie d'une évolution avec de s'adapter à l'environnement, de plus en plus moderne qui les entoure. Si voilà, si ils vont pas avec cette évolution, ils vont disparaître complètement. Ils vont être marginalisés sur leur propre terre jusqu'à être complètement repliés et sur eux-mêmes et réduits à faire un peau de chagrin. Alors que s'ils arrivent effectivement à intégrer, ce va-et-vient, d'aller dans les villes, de ramener des choses, des éléments de vie moderne dans leur vie, quotidienne, là, ils ont beaucoup plus de chances effectivement de pouvoir garder leur valeur d'éleveur nomade. Parce qu'en fait, Drogpa tibétain, ça veut dire en fait celui qui est éleveur de yaks. Donc du moment qu'ils gardent leur activité d'éleveur de yaks, avec des troupeaux qui restent limités, mais sur, des vastes pâturages, là, en fait, ils gardent cette robustesse du cycle du vivant où l'interdépendance justement et tous ces liens entre eux permet de garder ces équilibres, pour très longtemps. Et en parlant des Dropcas et là, de tout ce qu'ils peuvent nous enseigner, leur vision, différente, du monde, il y aurait bien évidemment des millions de choses à dire. Mais, peut-être un autre aspect aussi, partager leur vision du temps et de l'espace qui est complètement différente, ne serait-ce que dans leur façon de parler. Puisque tu vas peut-être nous donner quelques exemples, d'expressions où ils vont pas dire, «dans 2 heures», ils vont plus faire des références à leur environnement. Pareil pour quand ils vont se déplacer en termes de distance. Oui, alors là, effectivement, la relation à l'espace ou au temps est dans la relation. C'est-à-dire que la manière de parler de «on va se retrouver à tel endroit, à telle heure», ça va être effectivement au moment où, par exemple, telle ombre, de la montagne va arriver, sur ce pâturage. Ça, c'est l'heure à laquelle on va se retrouver, et généralement donc l'endroit où est donné même le point de rendez-vous, c'est par rapport à un lieu qui est habité aussi par, une pierre qui justement est porteuse d'une histoire, ou d'un être qui habite sous cette pierre, un rapport émotionnel avec ce lieu qui va lui donner une tonalité, une coloration, beaucoup plus, on va dire, vivante et habitée. Ah oui, c'est la pierre où, est né, tel enfant, parce que voilà, la maman à ce moment-là a accouché, et qu'il a fallu planter la tente, ce jour-là parce que ça y est, c'était le moment, qu'un tel ou un tel est né. Ou alors voilà, c'est vraiment, oui, une relation sensible à l'espace et au temps. Est-ce que tu penses à d'autres différences culturelles qui t'ont marqué, qui pourraient peut-être, inspirer l'audience à voir des choses dans leur quotidien, différemment? Alors la première chose qui me vient, c'est le sentiment identitaire en fait, Drogba, il est pas lié à, l'individu, séparé du groupe. Donc effectivement, appartenir à, une famille, à comment dire? Une communauté de nomades qui vivent sur un territoire. Donc c'est l'appartenance par le lien au territoire, souvent par rapport à une montagne aussi. C'est-à-dire qu'il y a une montagne, qui protège ce territoire, et donc le groupe d'humains appartient en fait au territoire qui est, régi par les lois, de l'autorité de la montagne. Donc la vie communautaire, elle dépasse même les frontières du vivre ensemble en tant que groupe humain, mais plus au sens même,
du groupe, enfin humain, animal, végétal et minéral. C'est-à-dire que, c'est ça forme un tout en fait qui est indissociable. Et donc voilà, culturellement, on va dire que, le bouddhisme tibétain aujourd'hui, est vraiment unique en son genre dans du fait qu'il y ait, il y a encore tous ces fondements de la du rapport à la nature, très anciens qui sont vivants dans la tradition bouddhiste tibétaine aujourd'hui et qui ont été après élaborés, plus, affinés, construits, avec les apports du bouddhisme qui venait de l'Inde pour, en faire une religion assez construite qui, sur le plan moral, donc tient toute la société tibétaine, autour de voilà des liens avec les monastères, avec, une organisation sociale qui est pacifique et cetera. Donc le tout forme effectivement un ensemble bien cohérent et qui est durable, hein, qui est pas prêt de s'effondrer aujourd'hui, dans la période actuelle de modernisation, du Tibet, non, non, tout est vraiment, dans l'identité tibétaine, bien solide et notamment pour les jeunes tibétains, enfin la nouvelle génération là, la manière de renforcer leur identité tibétaine à travers des actes de protection de leur environnement, immédiat, dans la proximité de là où ils habitent, c'est devenu quelque chose de très fort et c'est ça qui fait qu'ils se sentent tibétains. Dans un monde enfin, en train de changer très rapidement parce qu'avec la mondialisation aussi, de voilà, de la Chine, du Tibet, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer dans leur identité. Mais ces aspects de prendre soin, des autres, de la nature qui les entoure, ça c'est encore absolument, enfin inébranlable. Et toi, là, maintenant, tu es en Suisse et quand tu fermes les yeux et que tu penses au Tibet, qu'est-ce qui te vient en premier? J'imagine qu'il y a des images ou parce que je suis curieuse de me dire de me demander, pardon, qu'est-ce qui te manque le plus, on va dire, dans ton quotidien? Alors effectivement, les lumières, et l'air du Tibet qui est habité par cette dimension spirituelle de faire un justement, de pas se séparer, du tout en fait. Ça effectivement, c'est moins tangible, je trouve, là où j'habite aujourd'hui, donc en Europe ou en Suisse, où la vie matérielle et les valeurs matérielles et matérialistes sont très fortes. Voilà, je retrouve moins ce grand souffle qui s'échange à travers les regards, à travers les sourires, à travers le même les manières de rire, de tout et d'avoir cette légèreté dans le moment présent, de simplement, voilà, savoir on n'est pas du tout limité à ce petit moi étriqué qui cherche à préserver ses avantages ou ses petits privilèges. Mais qu'au contraire, il y a une dimension beaucoup plus vaste que ça qui est là, accessible à tout moment, à portée à de main à chacun en fait de le ressentir, de l'échanger entre nous, de même de rire en fait tout le temps de quand on sait prendre, dans notre petit jeu plus limité, individuel et de voir qu'il y a quelqu'un qui est là pour nous rappeler, en faisant une blague que, bah, non en fait c'est pas ça la grande vie qui nous soutient, c'est pas ça qu'on est venu vivre en fait. On est venu vivre quelque chose de beaucoup plus vaste. Et là, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu aurais, un dernier conseil pour l'audience qui pourrait, retenir de cet échange? Oui, donc en fait, cet intérêt, cette curiosité vraiment pour, rentrer dans les profondeurs du temps lointain et du temps long, en fait, du lieu qu'on habite, pour investir complètement, en fait, cette dimension, on va dire, sensorielle et spirituelle, pour l'espoir, pour la confiance de créer, des actes, des habitudes du quotidien qui sont au service de la bonne santé de ce territoire et donc de projeter pour l'avenir une relation, sensible avec ces lieux, de cette bonne santé, des du territoire dans lequel j'habite.
Donc le conseil, ça serait peut-être, aux auditeurs, auditrices qui habitent pleinement, en fait, si j'ai bien compris, peu importe où ils sont dans le monde, parce que je sais qu'il y a des auditeurs, vraiment aux 4 coins du monde, du podcast et encore merci, de voilà, pleinement habiter, en fait, le lieu qu'on est et puis vu qu'il y a toute cette interdépendance dont on a beaucoup parlé, qu'au final, en fait, ça va faire ricocher, partout autour de nous. Mmh. Ouais, c'est ça et après voilà, les liens qui peuvent se ressentir même sur le plan virtuel où on sait voilà, aux 4 coins du monde, on sait qu'on partage aussi une communauté de valeurs sur, justement cette capacité à ressentir de plus en plus profondément, le vivant et le lien au vivant qui nous unissent aux lieux sur lesquels on habite. Effectivement, ça, c'est beau aussi de le ressentir. Ça, je pense que ça ouvre le cœur, de manière aussi beaucoup plus, joyeux et détendu et confiant effectivement qu'il y a, voilà, qu'il y a cette possibilité de ressentir ces liens, où qu'on soit avec, qui que ce soit à 4 coins du monde, hein. Et il me semble aussi que tu voulais rajouter une dernière chose. Oui, oui, je voulais, rendre hommage, oui, à Ashita Dorje, le nomade tibétain avec qui ce dernier livre, Himalaya et la vie du plateau tibétain a été écrit et donc c'est un nomade du plateau qui a ce lien intime avec le territoire et dont la parole, en fait, est issue de ce lien et donc toute la portée du livre, en fait, dépend de cet échange, de ce témoignage avec lui et donc je voulais vraiment le remercier, pour finir cette longue traversée, de mon parcours et sur ces plateaux tibétains en lui rendant hommage. Et je mettrai bien évidemment la référence pour cet ouvrage où même, tu vois, quand tu parlais de ces montagnes, quand tu es arrivé, j'ai l'impression que ça se ressent même jusque dans les premières pages du livre où, en fait, moi, ça faisait très longtemps que j'avais pas passé, voilà, de longues minutes à regarder des photos dans un livre. J'ai l'impression qu'on perd beaucoup. Ça aussi, après, c'est peut-être juste mon jugement personnel, mais on a tous beaucoup de photos sur les téléphones, on fait défiler, des paysages, enfin, voilà, moi, la première avec le podcast, c'est ce que je mets sur le compte Instagram. Mais voilà, en tout cas, bravo pour ce livre où justement on peut prendre ce temps d'essayer de s'imprégner, même avec, ces pages dans le livre de la beauté de ces chaînes de montagnes. Donc encore merci Marion pour ton temps, pour, ton témoignage et si tu me permets, je terminerai sur une phrase qui est donc issue du livre avec un conte à la fin et dans le conte se termine par: «Prends soin du monde et le monde te montrera sa lumière». Merci beaucoup Camille, c'est une manière magnifique de terminer le voyage ensemble et voilà, gardons cette lumière, dans nos yeux, dans nos cœurs, dans nos paroles, dans chaque cellule de notre corps voilà, pour finir ce moment ensemble. Encore merci à toi. Au revoir. Au revoir, merci. Et ne partez pas tout de suite, promis, c'est pas une pub, je me répète, mais votre soutien est vraiment fondamental pour la suite des aventures de Good Visa. Alors si vous pouvez prendre une minute pour vous assurer que vous êtes bien abonné au podcast, que vous avez laissé, j'espère, 5 étoiles, et sur Apple Podcast, vous pouvez même laisser un avis, et sur Spotify, sur chaque épisode, vous pouvez laisser un commentaire, pareil sur YouTube et ainsi de suite. Vraiment, je compte sur vous. Merci du fond du cœur et je vous dis à très bientôt.